La porte d'entrée ne claque pas, ce serait plus simple à lire. Elle se referme avec le clic net, maîtrisé, d'un homme qui choisit de se retenir, et cette retenue porte plus de tension que la dispute qui vient d'avoir lieu. La cuisine est derrière lui, maintenant. La phrase restait en suspens. Ce que sa femme a dit, qui n'était pas faux, mais sur ce ton qui rapproche les murs. Ce qu'il a répliqué, qu'il sait déjà inexact, mais que sa bouche a sorti quand même. Parce qu'elle fonctionnait sur un circuit débranché de la part du cerveau qui sait ce qui est vrai. Rien n'est réglé. Tout flotte encore, comme de la sueur dans un air qu'on n'a pas laissé retomber. Il passe la porte qui relie la maison au garage. La réglette d'atelier grésille et s'allume. L'air change. Béton, WD-40, et la douceur légère de l'huile de lin qu'il a passée sur l'établi dimanche dernier, quand rien n'allait de mal et que le travail n'était que du travail. Ses mains trouvent le bord du plan, ses épaules descendent d'1 centimètre. Pas parce que la dispute est finie, parce que la pièce a changé, et que cette pièce fait à son système nerveux ce que la cuisine ne pouvait pas faire, peu importe le temps passé à y chercher les bons mots. Ce n'est pas une fuite, ni le silence punitif en bottes de chantier, ni l'évitement déguisé en flanelle et sciure. Il se passe entre la porte de la cuisine et l'établi quelque chose de bien plus précis sur le plan neurologique, et qui tient moins à la dispute qu'à ce qu'une certaine architecture du cerveau fait quand le langage lâche sous pression. Les chercheurs du Center for Male Psychology ont décrit un schéma qu'ils appellent la régulation émotionnelle, orientée vers l'action. La tendance, chez les hommes, à traiter la charge émotionnelle par l'activité motrice plutôt que par l'expression verbale. Les zones cérébrales qui s'activent lors d'une surcharge émotionnelle chez l'homme recouvrent largement les circuits de planification motrice. Quand la pression affective dépasse un certain seuil, le signal n'arrive plus proprement au centre du langage. Il part vers les mains. Le garage n'est pas l'endroit où l'homme va pour éviter la conversation. C'est l'endroit où son système nerveux l'envoie pour traduire la conversation dans un format que son cerveau peut vraiment traiter. Le manche d'un ciseau dans la paume, le poids familier, la texture précise du noyer contre la corne des doigts. La dispute est toujours dans le corps, mais le corps a désormais autre chose à en faire que rester dans une cuisine à chercher des syllabes qui refusent de s'assembler. Un deuxième mécanisme agit en même temps. Mihaly Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier un état qu'il appelait le flow, cet état dans lequel le cortex préfrontal, la région chargée de l'autosurveillance, de la comparaison sociale et de la boucle sans fin de ce qui a été dit et de ce qu'il aurait fallu dire, se tait. Cet état exige des conditions précises. Une tâche qui réclame toute l'attention, tout en restant dans le champ de compétences. L'homme dans son garage, après une dispute, ne choisit pas un projet pour sa valeur, il le choisit pour son pouvoir d'absorption. Il a besoin que la boucle s'arrête. La boucle, c'est la phrase qu'elle a dite et qui a frappé un endroit qu'il ne sait pas nommer. La boucle, c'est la réponse qu'il a donnée, plus forte qu'il ne voulait. L'état de flow n'efface pas la boucle, il la suspend. Et dans cette suspension, quelque chose bouge. La mâchoire se desserre, les épaules tombent. Le souffle s'approfondit. Un rabot qui glisse sur une planche. Le fin copeau qui monte de la lame en ruban continu. Le son que ça fait, presque rien, presque le silence, presque le bruit de quelque chose qu'on remet d'aplomb alors que ce qui va mal n'a rien à voir avec le bois. Ronald Levent a donné un nom à cet état, l'alexithymie masculine normative, un rétrécissement culturellement appris du passage entre le ressenti et le langage. Le terme sonne clinique. L'expérience, elle, est d'une banalité absolue. Un homme ressent quelque chose d'immense et d'informe après une dispute avec la personne qu'il aime le plus, et le vocabulaire pour ce ressenti n'a jamais été installé. Non que la capacité manque. C'est l'installation qui a été interrompue, il y a des décennies, par une culture qui a appris aux garçons à résoudre, réparer, agir, bouger, et jamais à rester assis dans une pièce avec une émotion en la laissant simplement exister sans la convertir en action. Le garage est la pièce où l'émotion n'a pas besoin de nom. Il lui faut une surface, il lui faut une tâche. Il lui faut la grâce particulière d'un lieu où la matière émotionnelle peut passer par les mains sans franchir le poste de contrôle du langage. L'établi ne demande pas comment s'appelle ce qu'il ressent. Le bois accepte l'attention sans demander ce qu'elle veut dire. Le papier de verre va et vient, la respiration change, et la réponse à une question jamais posée arrive quelque part dans le corps, sans s'annoncer. Les travaux de la docteure Kelly Lambert sur le circuit de récompense lié à l'effort ajoutent une 4e couche. La voie neuronale qui relie le mouvement physique de la main à la production de sérotonine et de dopamine s'active avec une intensité particulière quand le geste implique résistance, puis résolution. Poncer une surface qui passe du rugueux au lisse, régler un rabot qui cesse de brouter pour se mettre à glisser. Chaque micro-achèvement déclenche le circuit de récompense d'une façon que la conversation bloquée dans la cuisine ne peut pas offrir. La cuisine est une boucle sans issue. L'atelier est une suite de résolutions, chacune minuscule, chacune tangible.
chacune produisant le basculement neurochimique dont le cerveau submergé a désespérément besoin. La lame réglée d'un quart de tour. Le copeau s'affine, la surface luit. Quelque chose se dessert dans la poitrine, sans rapport avec le rabot, et entièrement lié au fait que, dans cette pièce, l'effort produit un résultat visible. La cuisine n'offrait aucune garantie de cet ordre. Ce comportement a une histoire plus vieille que n'importe quel mariage ou dispute. Il vient d'une génération d'hommes qui parlaient en réparant. Le père incapable de dire « je suis fier de toi », mais qui remontait le vélo avant l'aube pour qu'il soit prêt au réveil du garçon. Le grand-père qui ne racontait jamais ce qui s'était passé outre-mer, mais passait chaque soir à l'atelier du sous-sol à réaffûter des outils déjà tranchants. Gestes répétés au service de toute autre chose que du fil des lames, au service de souvenirs qu'il fallait bien contenir quelque part. Le garage, c'était le confessionnal. L'établi, l'autel. Le travail lui-même, la prière. Et la réponse ne venait pas d'en haut par des mots, mais de ce calme très précis qui gagne le corps quand les mains s'occupent d'une matière qui répond à l'effort. Les fils qui regardaient ces hommes ont appris la grammaire du geste sans en apprendre la langue. Ils ont hérité de la marche vers le garage. Ils ont hérité de la main qui cherche l'outil. Ils ont hérité des 30 minutes de silence avant de pouvoir rentrer et dire quelque chose qui ressemble à des excuses, même si le mot pardon n'y figure jamais. Ce qu'ils n'ont pas reçu, c'est l'explication. Le pourquoi ne s'est jamais transmis. Le faire, si. Et comme ce faire semblait suffire, cette idée-là est devenue l'héritage qui façonne chaque dispute, finissant par l'allumage d'une lampe d'atelier. Un schéma plus large, bien documenté dans les recherches sur les conflits domestiques, explique pourquoi la porte du garage donne l'impression de franchir une frontière. Les hommes et les femmes, en moyenne, traitent le conflit émotionnel par des voies neurologiques différentes et selon des temporalités différentes. La recherche ne dit pas qu'une façon vaut mieux que l'autre, elle dit qu'elle diffère, et que cette différence nourrit le malentendu le plus profond dans la plupart des couples. La demande d'en parler tout de suite se heurte à un système nerveux qui ne peut pas en parler tout de suite. Non parce qu'il s'en fiche, mais parce que le traitement n'est pas achevé et que les mots sortiraient faux. Pas faux stratégiquement, faux chimiquement. Un cerveau saturé produit une parole défensive, réductrice, incapable par structure de la nuance qu'exige la discussion. Le garage n'est pas une fuite hors de la conversation. C'est la phase préalable qui la rend possible. Un homme ne va pas au garage parce qu'il ne veut pas régler la dispute. Il y va parce que la version de lui capable de la régler n'existe pas encore et doit être assemblée à la main, par le mouvement des mains sur une surface qui, elle, n'a aucun avis sur qui avait raison. L'architecture culturelle renforce l'architecture neurologique. Dans la plupart des foyers, les pièces de la maison sont des territoires partagés, négociés au fil des années de vie commune. Le salon est aux deux, la cuisine est aux deux, la chambre est aux deux. Le garage, dans la littérature sociologique, apparaît comme le dernier territoire souverain de la maison périurbaine. Son organisation ne se négocie pas, son odeur n'appelle pas d'excuses, ses horaires d'usage ne se discutent pas. Quand un homme entre dans le garage après une dispute, il ne fait pas que changer de pièce. Il entre dans le seul espace du foyer où les règles sont fixées par lui seul, où la température émotionnelle est réglée par ses mains, et non par la dynamique d'une conversation qu'il n'est, pour un temps, plus capable de traverser. Cette souveraineté n'a rien à voir avec la domination. Elle répond à une nécessité neurologique. Disposer d'un lieu où le traitement peut se faire sans la charge cognitive supplémentaire de devoir montrer ce traitement à un public. Il y a un homme qui réorganise son panneau à outils chaque fois qu'une dispute se termine sans solution. Les ciseaux à bois changent de place, les clés trouvent de nouveaux crochets. L'ordre n'est pas pratique, il est rythmique. La répétition du geste, lever, poser, reculer, évaluer, ajuster, crée une cadence sur laquelle sa respiration finit par se caler sans même qu'il s'en rende compte. Quand la lampe d'atelier s'éteint, quelque chose a bougé dans sa poitrine, et la phrase qu'il n'arrivait pas à formuler dans la cuisine est là, prête, assemblée avec des pièces dont il ignorait disposer. Il ne répète pas la phrase. Elle est là, simplement, comme une solution qui arrive parfois non par l'analyse mais par sa disparition. Il y en a un autre qui affûte chaque lame du tiroir après une dispute d'argent. Et les pierres sortent. Le guide d'angle se met en place d'un clic. Chaque passage de l'acier sur la pierre est plus lent que le précédent. Le passage du grain grossier au grain fin installe un calme progressif qui reflète la dispute elle-même, du rugueux vers l'apaisé. Sa femme voit la lumière sous la porte du garage et ne frappe pas. Elle a appris, à force d'observer pendant des années, que l'homme qui revient après l'affûtage n'est pas celui qui est parti, et que la distance entre les deux se mesure en passage d'acier sur pierre. Il y en a un autre qui ponce une planche à découper à 11h un mardi soir, parce que la conversation sur l'établissement pour sa mère n'a abouti là où aucun des deux ne voulait qu'elle aboutisse. La planche n'a pas besoin d'être poncée. Elle a été finie la semaine dernière. Mais le papier de verre tourne en cercle,
Ces cercles ont quelque chose de méditatif, et le grain n'enlève rien de visible au bois, tout en retirant quelque chose d'invisible dans l'espace derrière le sternum, où reste la conversation inachevée. À minuit, la planche est plus lisse qu'elle n'avait besoin de l'être, et l'homme est plus calme que ne l'avait laissé la cuisine, et aucune de ces deux améliorations n'était le but, mais les deux sont là. Il y en a un autre dont la femme retrouve l'établi réorganisé chaque fois qu'on parle de retraite. Les serre-joints changent de place. Les forêts sont reclassées. L'établi est balayé 2 fois, d'abord à la brosse, puis à la main. Un jour, elle en a parlé à sa sœur en riant. Sa sœur lui a dit que son mari faisait pareil dans le jardin. Comme l'homme 2 maisons plus loin avec sa moto, le rire a laissé place à quelque chose de plus sourd quand elles ont compris que ce n'était pas une anecdote. C'était un dialecte. Celui d'hommes à qui on n'a jamais donné les mots pour la conversation qu'ils évitaient et qui ont trouvé, dans le fait de remettre de l'ordre dans les objets, une langue de remplacement assez fluide pour porter le poids de ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Il y en a un autre qui a fabriqué une étagère le soir où sa fille lui a dit qu'elle partait vivre à l'autre bout du pays. Cette étagère ne servait à rien. Le mur n'en avait pas besoin. Mais mesurer, couper, mettre de niveau et faire 3 allers-retours au garage pour trouver le bon embout, ça occupait exactement le temps qu'il fallait pour que l'émotion passe du vif au sourd, et cette version sourde, il pouvait la gérer. Et cette version gérable lui a permis de rentrer et de dire « je crois que c'est une très bonne décision » d'une voix presque stable. Ce que la plupart des gens voient quand un homme quitte une dispute pour aller dans son garage, c'est du repli, de l'immaturité affective. Un homme qui préfère tenir un ciseau à bois qu'une conversation. En réalité, c'est la forme la plus élaborée de régulation émotionnelle que son système nerveux puisse produire avec ce qu'on lui a donné. Le traitement par l'action que documente le Center for Male Psychology n'est pas une carence. C'est une voie parallèle, construite par des décennies de socialisation et renforcée par chaque père qui allait au garage plutôt qu'à la table de la cuisine. L'état de flow décrit par Csikszentmihalyi n'est pas une fuite. C'est la seule condition dans laquelle le cortex préfrontal cesse de rejouer la dispute et laisse enfin s'intégrer ce qu'il y a dessous. Le resserrement alexithymique nommé par le vent n'est pas du vide. C'est un canal trop étroit pour les mots et assez large seulement pour l'action. Le circuit fondé sur l'effort que Lambert a documenté n'est pas une compensation. C'est le pont neurochimique entre l'état de submersion et l'état fonctionnel. Cet homme ne quitte pas la dispute, il la traduit. L'atelier est la cabine de traduction, le bois est le dictionnaire. Et l'homme qui revient, plus calme, les épaules plus basses, capable de prononcer la phrase à laquelle sa version submergée n'avait pas accès, est le produit d'un système de traitement qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Simplement pas dans le délai, ni sous la forme que l'autre personne de la maison attendait. Si vous vous êtes déjà éloigné d'une conversation qui comptait pour vous, non pas parce que vous vous en fichiez, mais parce que c'était justement l'importance de cette conversation qui bloquait les mots, et que vous vous êtes retrouvé devant un établi sans rien à fabriquer et sans raison d'être là, sinon que vos mains avaient besoin d'une surface et vos poumons d'un air qui sentent autre chose que la pièce où tout a dérapé, la question n'est pas de savoir pourquoi vous êtes parti. La vraie question, c'est ce que ça veut dire si la seule façon que vous connaissez de revenir vers la personne que vous aimez, c'est d'aller d'abord ailleurs et de laisser vos mains finir la phrase que votre bouche n'a pas su commencer. Et si la personne de l'autre côté de la porte a appris à lire ce que dit votre absence comme vous avez appris à le dire, parce que vous dites quelque chose, à chaque fois. Et ça n'a jamais été rien. Si cette vidéo vous a donné une autre façon de comprendre ce qui se passe dans votre atelier, on a créé quelque chose pour vous. Dans le premier commentaire sous cette vidéo, il y a un lien vers un guide qu'on a préparé pour obtenir une finition parfaite, à chaque fois. Des centaines d'abonnés ont déjà le leur, ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil.